Une des applications des lois du mouvement de Newton est la situation statique d'équilibre. L'accélération de chaque objet est nulle. Première situation simple, supposons un objet qui est attaché par deux cordes à deux murs. La somme des trois forces F1 plus F2 plus F3 doit faire 0. Plaçons un système d'axes XZ au centre de l'objet et supposons que l'angle θ1 fasse 40 degrés, l'angle θ2 50 degrés et que le poids, la force F3, fasse 15 newtons. Suivant l'axe X, nous avons que F2 cosinus θ2 moins F1 cosinus θ1 égale 0. Suivant l'axe Z, nous avons F1 sinus θ1 plus F2 sinus θ2 moins 15 newtons égale 0. Connaissant les sinus et les cosinus de ces deux angles, nous pouvons déduire de la première équation que la force F2 est égale à 1,192 fois la force F1. Connaissant ce lien entre F2 et F1, on l'insère dans la deuxième équation et on détermine que F1 est égal à 9,64 newtons et donc F2 11,49 newtons. Dans l'exercice précédent, les trois forces agissaient au même point et nous avons pu résoudre le problème de l'équilibre et déterminer les forces du problème. Imaginons une barre sur laquelle je vais exercer deux forces identiques mais de direction opposée. Ces deux forces agissent à deux points différents de la barre. Ces deux forces étant identiques de direction opposée, la somme de ces deux forces fait 0. Or, il est clair que cette barre n'est pas en équilibre, elle va se mettre à pivoter. Il sera nécessaire en physique d'introduire un nouveau concept qui permettra de déterminer l'équilibre d'un corps si les forces n'agissent pas au même point. Cette nouvelle notion s'appelle le moment de force. Pour cela, il nous faut une force F ainsi que le point d'application de cette force, disons le point A. On va définir le moment d'une force par rapport à un autre point P par la capacité qu'a cette force de faire pivoter le point A autour du point P. Définir la possibilité qu'a le point A de tourner au point P, nous allons prendre le vecteur PA et nous allons construire ce qu'on appelle le produit vectoriel de PA et de F. Ce produit vectoriel s'appellera le moment de la force par rapport à P et sera indiqué le vecteur PA, produit vectoriel, qui est cet accent circonflexe, par le vecteur F et indique la possibilité de la rotation du point A autour du point P. Le moment de la force par rapport au point P est un vecteur. Ce vecteur est perpendiculaire à la fois au vecteur PA et à la force F, donc il est perpendiculaire au plan que forment PA et F. Il est perpendiculaire au plan et orienté suivant la règle du tire-bouchon. Si vous tournez dans le sens indiqué par la rotation, eh bien ce vecteur vient vers vous. La longueur de ce vecteur, la longueur du moment, sera la longueur du vecteur PA fois la longueur de la force multipliée par le sinus de l'angle que fait le vecteur PA avec le vecteur F. Il y aura donc équilibre si le corps ne bouge pas, c'est-à-dire que la somme des forces fait 0. Mais aussi si le corps ne tourne pas, c'est-à-dire que la somme des moments de toutes les forces calculées par rapport à un point P est égale à 0. Reprenons cette barre sur laquelle on pose une masse, une force verticale vers le bas de 15 newtons. Et on applique à gauche et à droite deux forces, F2 et F3, pour maintenir ce corps à l'équilibre. La première condition dit que la somme des trois forces fait 0, c'est-à-dire F2 plus F3 vers le haut doit être égale à F1 vers le bas, c'est-à-dire à 15 newtons. Cette équation ne permet pas de déterminer F2 et F3. C'est pour ça qu'on va utiliser la somme des moments des forces par rapport à un point P doit être égale aussi à 0. Pour calculer les moments, je dois choisir un point P. Je vais choisir le point P là où se trouve le point d'application de la force F1. Le moment de la force F1 par rapport à P est nul puisque la distance de P au point d'application de F1 est 0.
Calculons maintenant le moment de F2 par rapport à P. Je vais de P au point d'application A2 de la force F2 et je fais le produit vectoriel avec F2. Ce moment tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Calculons maintenant le moment de F3 par rapport à P. Donc je vais de P à A3, le point d'application de F3. Je fais le produit vectoriel avec F3 qui tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Les vecteurs PA2 et F2 sont perpendiculaires, de même PA3 est perpendiculaire à F3. Donc le moment est facilement calculable, c'est de PA2 fois F2 fois le sinus de 90 degrés, c'est-à-dire 1. Et donc comme il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et que l'autre moment tourne dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, il y aura égalité entre le moment de F2 et le moment de F3, c'est-à-dire PA2 fois F2 doit être égal à PA3 fois F3. J'ai donc enfin une deuxième équation sur les deux inconnus F2 et F3. Je peux donc déterminer F1, F2 et F3 par simple manipulation. La force F2 est égale à la distance de P vers A3 divisée par la longueur totale de la barre fois F1 et la force F3, c'est la distance de P à A2 divisée par L fois la force F1. Le fait que le moment total est nul fait qu'il y a donc une relation entre la force et la distance au point d'application. C'est le principe fondamental des leviers que vous retrouvez dans toutes les machines dites simples, comme le pied de biche, le tire-bouchon, la tenaille, la brouette, le casse-noix, bref, une quantité impressionnante d'objets. Prenons par exemple la brouette, vous déposez une masse de 50 kg, donc vous avez une force de 500 N vers le bas. La roue est à 50 cm de ce sac, vos mains à 150 cm de ce sac. Si vous faites la somme des forces égale 0 et la somme des moments égale 0, vous trouvez que la force exercée par vos mains n'est équivalente qu'à 12,5 kg et la force supportée par la roue à 37,5 kg alors que vous supportez une masse de 50 kg. Ce petit film décrit une expérience amusante à faire sur les propriétés du centre de masse et en utilisant en plus les forces de frottement. Le centre de gravité d'un balai a été matérialisé par la bague jaune collée sur son manche. Posons le balai sur l'index des deux mains, placées à des distances inégales de la bague. En rapprochant les deux mains, on constate que c'est la main la plus éloignée de la bague qui glisse en premier. Ensuite c'est l'autre, et ainsi de suite. Les deux mains se rejoignent donc au centre de gravité du balai. Recommençons la manipulation. Cette fois, c'est la main gauche qui a été éloignée de la bague. La force de frottement entre le doigt et le manche du balai est d'autant plus faible que la main est loin du centre de gravité. C'est pourquoi c'est cette main qui glisse la première.